Bonjour et bienvenue dans cet atelier de formation consacré au cadre institutionnel des partenariats publics-privés en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, qui sera animé par deux spécialistes du sujet, Julie Claude et Hugues Delaforge. Donc Julie Claude est avocat associé chez Fidal au bureau de Casablanca et Hugues Delaforge est avocat associé chez Fidal au bureau de Paris. Vous pourrez leur poser toutes les questions que vous souhaitez grâce à l'onglet chat qui figure à droite de votre écran. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans cet onglet. Nos intervenants y répondront à la fin donc de leur présentation. Voilà, donc je passe donc la parole à Hugues Delaforge. Bien, merci beaucoup Angélique et merci à vous tous d'être présents cet après-midi. Donc effectivement, on va, si vous voulez bien, aborder un sujet assez vaste, puisque l'idée c'est, on a une petite heure, mais d'avoir un aperçu, d'évoquer le cadre institutionnel des PPP en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, donc essentiellement l'Afrique francophone, et de donner quelques éléments d'actualité sur le sujet. Donc on peut passer à la slide suivante. Voilà, là aussi on peut passer. Alors, on va faire une petite présentation générale avant d'évoquer la carte qui est devant vous. Le sujet, effectivement, nous a paru intéressant avec Julie, puisqu'il y a eu beaucoup d'évolutions ces dernières années, de textes qui ont été pris notamment dans les 5 dernières années, s'agissant des lois PPP, de la réglementation PPP, des décrets d'application, puisque nous étions typiquement avant, soit dans des cadres globaux, type concessif, délégation de services publics ou autres, et pas nécessairement dans des cadres dits de loi PPP qui impliquent, comme vous le savez, des PPP marchands ou des PPP dits concessionnels. Donc, il y a eu un fort élan législatif et réglementaire depuis un certain nombre d'années, poussé notamment par le contexte international, l'environnement international, des bailleurs de fonds comme la Banque africaine de développement, l'AFD ou la Banque mondiale, et qui ont incité les pays à réformer leur cadre réglementaire et institutionnel pour se conformer aux meilleures pratiques internationales. En tout cas, les PPP supposent que ces pratiques sont les meilleures du point de vue international, et donc adapter leur législation et leur réglementation aux grands standards PPP qui sont essentiellement tirés, pour ce qui concerne l'Afrique, des standards Afrique francophone, des standards français, de la loi, l'ordonnance française sur les PPP, mais également des pratiques anglo-saxonnes. Donc, on va tout de suite passer à la présentation de cette carte. Comme vous le voyez, cette carte de l'Afrique, il se dégage une très forte PPisation, si je puis dire, des États depuis un certain nombre d'années. On aurait montré cette carte il y a 15 ans. Je pense qu'on aurait eu que 4 ou 5 pays qui à cette époque, s'étaient dotés d'une législation dans les PPP. Alors, il y a une distinction qu'on a voulu montrer, c'est que certains pays ont déjà une législation spécifique relative au PPP. D'autres pays l'étudient, peuvent en avoir, mais étudient une législation particulière. Alors, sur le Maroc, je voudrais corriger quelque chose, parce que le Maroc a bien une législation sur les PPP, mais c'est vrai que cette législation a été récemment modifiée. On attend les décrets d'application. Alors, dans la zone Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, si on peut dresser une typologie, il y a 6 pays qui n'ont pas de réglementation, pas encore spécifique au PPP. Donc, c'est la Gambie, la Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Libéria, République du Congo et Tchad. 16 pays ont unité PPP, vous les avez cités, dont l'Angola, le Bénin, le Burkina Faso, Gabon, Togo, je ne vais pas tous les citer. 3 pays sont en cours de création de leur unité PPP, RDC, Tchad, Togo. Et fait intéressant, puisque l'Afrique se caractérise également par une forte communauté et régions qui sont productrices de droits. Donc, ces communautés économiques, dont l'UMOA et la CEMAC,
ont des PPP qui sont en cours d'élaboration, alors pas du tout au même niveau, puisque l'UMOA c'est quasiment fait, et la CEMAC c'est encore en état de projet, voire d'avant-projet. Et enfin, une unité régionale des PPP a été mise en place. Il s'agit de l'URD PPP qui est au sein de la BOAD. Merci beaucoup, Hugues, donc, pour cette présentation générale. Nous allons revenir après au cours des prochaines diapositives sur chacun de ces aspects. Donc, ce qui semble aussi intéressant, si on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît, c'est de se dire qu'il y a des tendances qui se dégagent, en fait, de façon assez marquée et commune pour ces réglementations et ces nouvelles réglementations. Donc, comme on a pu vous le dire en introduction, on voit bien qu'il y a un étoffement et que cet arsenal juridique PPP est en train de s'étoffer sur le continent, puisque l'objectif est bien évidemment de pouvoir attirer les investisseurs privés et maximiser finalement les investissements, notamment dans le domaine des infrastructures, et favoriser aussi le développement économique à travers des cadres juridiques plus sécurisés pour ces investisseurs, notamment les investisseurs étrangers. Et puis par ailleurs, bien évidemment, des caractéristiques, quand bien même chaque pays est souverain et qu'il y a des tendances de cadre communautaire, on y reviendra après, avec des grandes tendances. Donc ce qu'on peut dire par rapport à ces tendances, c'est tout d'abord, bien évidemment, pour les juristes, une problématique d'articulation de ces cadres PPP avec des textes préexistants. Donc en premier lieu, souvent les textes relatifs au marché public, qui comprennent en leur sein les dispositions relatives notamment aux concessions et sujets de services publics. Donc souvent, le législateur peut avoir fait justement ce travail de toilettage des textes, de se dire, bon, à partir du moment où j'adopte un texte spécifique sur les PPP qui englobe un certain nombre de formes de contrats, dont les concessions, quid du devenir de mes dispositions spécifiques dans mon code ou mon texte marché public. Donc, par exemple, au Bénin, le parti pris qui a été, c'était d'intégrer tout ce qui concerne les délégations de services publics dans le texte spécifique au PPP et non plus dans le corpus relatif au marché public. Toujours d'un point de vue articulation, on va dire, des textes entre eux, bien évidemment, il y a la question aussi du sectoriel. C'est-à-dire que est-ce que mon texte PPP inclut ou pas et s'applique à tous les secteurs d'activité. Donc on voit par exemple en Mauritanie, certains secteurs stratégiques ont été exclus du champ d'application de la loi PPP, tels que le mine, hydrocarbures, télécommunications, zone franche, ou au contraire, dans le parti pris par exemple retenu par le Maroc, c'est celui justement d'harmoniser, et que certaines dispositions spécifiques du cadre PPP s'appliquent à des secteurs clés, tels que, par exemple, l'énergie, on va y revenir. Donc ça, c'est vraiment aussi un point important en termes de travail et d'harmonisation et de cadre juridique, comment dire, lisible pour les acteurs et pour les projets. Donc voilà une première tendance. Donc sur la diapositive suivante, ce qu'on voit aussi en termes de tendance, c'est que souvent ces textes traitent entre guillemets les deux grandes familles de PPP, donc paiement public et concessif. Donc là, on n'a plus de textes distincts et on parle bien du PPP au sens global. Enfin, un dénominateur commun, et ça on le comprend bien, c'est aussi celui relatif aux avantages fiscaux et toutes les dispositions relatives à l'investissement, qui sont bien évidemment souvent appréhendées par ces textes PPP. Donc, on a par exemple cité l'exemple du Burundi et de la République démocratique du Congo avec des dispositifs incitatifs particuliers sur l'impôt sur les bénéfices. Mauritanie, Niger, c'est aussi des points intéressants. Enfin, sur le sujet des recours, là aussi les choses sont harmonisées. Donc on voit qu'il y a à la fois finalement ces recours sont encadrés, donc c'est dans le temps, et bien évidemment aussi devant les juridictions compétentes. Les choses sont rationalisées. On retrouve le rôle central, par exemple, de l'ANRMP en Côte d'Ivoire, avec le cas échéant des cours suprêmes qui jouent les rôles de cours de cassation. Et enfin, souvent, ces textes PPP traitent aussi des aspects relatifs au foncier, de se dire dans quelle mesure ces textes-là vont
ou pas octroyer la possibilité ou pas pour les opérateurs d'occuper le domaine public. Et dernière tendance, d'ailleurs, ne l'oublions pas, parce que voilà, c'est aussi un point qui a été mis en exergue sur la réforme récente au Maroc, c'est qu'après l'échelon national, on voit bien que jusqu'à présent, les cas d'ouverture des PPP étaient plutôt réservés, on va dire, aux États et aux émanations des États. On voit, notamment dans des marchés, c'est le cas par exemple dans la dernière modification du Maroc, l'ouverture de la possibilité de recourir au PPP à des échelons type collectivité territoriale, donc dans une optique de régionalisation. Donc ça, c'est aussi une tendance qui est remarquée dans cet état des lieux PPP. Oui, tout à fait. Je pense que c'est important de s'arrêter 2 secondes sur les aspects que tu viens de définir, Julie, de rappeler parce que bien souvent, il y a un certain nombre de textes PPP qui ont pu être plaqués, on a pu faire du copier-coller dans certaines juridictions en ne tenant pas compte du cadre juridique existant, donc pas forcément de législation à droit constant, ce qui pose des problèmes importants de cohérence entre les textes, surtout que lorsqu'il y a des lois sectorielles dans le domaine des infrastructures, ça peut être le cas de l'énergie, des ports ou des télécoms, qui peuvent concurrencer la loi PPP et donc faire obstacle à son application. Donc, il est extrêmement important de bien cerner la notion de PPP par rapport, en fonction de ses secteurs, du point de vue organique, et par rapport aux autres notions liées à la commande publique, aux lois sectorielles. Donc, ce sujet de cohérence avec les autres réglementations sectorielles est important, d'autant que ça recouvre, ça va appeler aussi des sujets politiques de concurrence entre les différents ministères, mais qui est un sujet, je dirais, moins juridique et plus politique. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. Alors là, on vous a montré un beau projet de port terminal à conteneurs qui se prête effectivement tout à fait au projet PPP. Si on peut passer à la slide suivante, merci. Voilà. Alors donc, juste quelques exemples d'évolution récente des législations. L'idée n'est pas d'être exhaustif sur le sujet parce qu'on va vous lasser, mais simplement donner quelques éléments pour cadrer les choses. Alors, bien entendu, pour les juristes marocains ou non-juristes qui nous écoutent, vous n'êtes pas sans savoir que la loi 46-18 a été modifiée récemment et complétée par la loi 86-12 relative au contrat de partenariat public-privé. Ça fera l'objet d'ailleurs d'une autre présentation de notre part mercredi après-midi, donc je ne vais pas trop déflorer le sujet, mais il y a, comme le rappelait Julie, un certain nombre d'enjeux liés à cette nouvelle loi, qui justement était quand même un semi-constat d'échec, en tout cas à date. Et les promoteurs de la loi modifiée ont souhaité justement introduire un peu plus de souplesse, couvrir aux collectivités locales, favoriser un peu plus la procédure de négocier, de gré à gré les offres non sollicitées, et puis surtout élargir le scope de cette loi par une sorte de tronc commun sur les conditions par lesquelles les projets qui font l'objet justement des lois dites sectorielles, par exemple la loi sur les ports ou la loi 1309 sur les énergies renouvelables, devront nécessairement connaître des dispositions communes avec la loi PPP. On aura l'occasion d'en revenir. Alors, parmi les pays qui ont qui connaissent un cadre juridique en cours de modification, on a le Sénégal. Il y a effectivement un projet de loi relatif au contrat de PPP qui est en cours de préparation et des décrets d'application. Cette loi donc devrait abroger la loi de 2014, qui elle-même était pas tout à fait cohérente avec la fameuse loi CET, pour ceux qui la connaissent, donc la loi sur les concessions. Donc là, il y a une nécessité effectivement de clarifier les choses. Slide suivante, s'il vous plaît. Ah. Voilà. Donc là aussi, je ne vais pas tous les lire, mais parmi les pays les plus, je dirais, les plus importants, on a effectivement la Côte d'Ivoire. Hein. Il y a eu récemment 2 décrets en fin mars 2018
qui détermine, le premier détermine les règles relatives au contrat de partenariat public-privé, et puis le deuxième porte sur les attributions, c'est plus organique, fonctionnel, du Comité national de pilotage, donc le CNPPP, pour ceux qui le connaissent et le pratiquent. Et la Côte d'Ivoire a d'ailleurs une acception de l'objet d'un PPP assez large, hein, puisque ça c'est un des sujets aussi qu'on se pose quand on rédige une loi PPP, qu'on a pu nous se poser dans un certain nombre de juridictions, en fonction des objectifs de l'État, de l'objectif englobant ou pas. Est-ce que le PPP va inclure une opération seulement complexe ou une opération qui va nécessairement inclure le financement? Et la voie qui a été choisie par les Ivoiriens est un objet assez large, très englobant des PPP. Donc les Djibouti récemment, l'Éthiopie, sur lequel il y a beaucoup de décrets d'application qui doivent encore être pris et des projets qui sont dans le pipe, notamment dans les énergies renouvelables, le Niger, la Tanzanie et la RDC. Là aussi, la RDC, il n'y a pas encore eu d'opérationnalisation, mais également de grandes ambitions du pays sur le sujet. Je peux passer à la slide suivante. Merci. Oui, alors là aussi, je ne vais pas tout citer, mais il y a des pays dans lesquels, bon, qui ont vu aussi également, vous voyez, les législations, on est tous entre 2015 et 2018, hein, globalement. Donc là aussi, un certain nombre de pays ont vu leur législation modifiée, à la fois sur le cadre institutionnel ou l'application de leur PPP, comme c'est le cas pour la Guinée équatoriale, mais la Guinée équatoriale n'a pas encore un cadre parfaitement opérationnalisé. Madagascar a également une loi, mais la plupart de ces pays n'ont pas encore vu d'application concrète en la matière. La Namibie a un certain nombre de projets également qui sont dans le pipe, mais rien de, je crois l'aéroport international de Windhoek par exemple, mais rien encore de très concret. Donc, on constate quoi, si on devait retenir quelque chose, qu'il y a beaucoup de textes, mais qui dit texte PPP, et même décret d'application ne dit pas nécessairement et automatiquement projet PPP qui en découle, puisqu'il va falloir bien d'autres conditions qui vont dépasser le pur cadre juridique pour pouvoir promouvoir les PPP. Je laisse la parole à Julie. Merci Hugues. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de faire peut-être, avant d'enchaîner sur le cadre plus communautaire, hein, dont on a pu parler en introduction, de faire un petit focus sur certains pays qui connaissent voilà, un certain degré de maturité pour certains d'entre eux en tout cas. Effectivement, comme l'a souligné Hugues, voilà, la qualité du cadre juridique et du texte n'est pas toujours synonyme voilà, de développement des projets. Donc en premier lieu, pays phare, en tout cas à la fois en termes de réglementation et de mise en œuvre des projets, c'est celui de la Côte d'Ivoire. Hein, donc on vous propose notre premier focus. Si vous pouvez passer, merci. Donc, comme on l'a dit rapidement, effectivement, il y a eu deux décrets. Tout d'abord, un premier décret, donc le 2018-358, davantage relatif en fait comment dire, au cadre PPP en lui-même, et puis ensuite le 2018-359 sur le cadre institutionnel, et notamment Comité national de pilotage des PPP. L'objectif et l'ambition portée par la Côte d'Ivoire était justement de clarifier ce cadre pour maximiser, on va dire, les projets, puisque pour ceux qui connaissaient les anciens textes, c'est vrai que notamment d'abord sur la notion même et la définition de la notion même de PPP, il n'y avait pas eu finalement de choix clair qui avait été fait par les plus hautes autorités sur comment dire, la notion même de PPP, c'est-à-dire qu'on retrouvait à la fois notamment dans les définitions des concepts anglo-saxons et des concepts français, pour que finalement tous les investisseurs qui auraient pu s'intéresser à un projet en Côte d'Ivoire retrouvent leur référentiel en termes de cadre juridique, donc ce qui nuisait peut-être à la fin à la clarté du dispositif. En termes de procédure, donc là les définitions ont été éclaircies. Par ailleurs, ça c'est plus sous l'angle de la procédure, toujours très focalisé aussi sur la procédure. Il y a plus de clarifications et de passerelles entre guillemets qui ont été faites avec les dispositions du Code des marchés publics et notamment voilà, en matière de procédure. Donc ça rend les choses un peu plus claires. Et puis sur la passation, voilà, on retrouve le rôle de l'ANRMP sur les saisines avec une ANRMP qui est assez active, hein, notamment aussi bien en marché public qu'en PPP en Côte d'Ivoire,
sur des recours, hein, même de candidats évincés ou de candidats malheureux, ce qui montre un peu le degré de maturité. Enfin, sur le cadre institutionnel, il y a beaucoup plus de lisibilité apportée, puisque le rôle du CNP-PPP, qui est assez central, hein, on le voit bien dès qu'on aborde un projet PPP en Côte d'Ivoire, est clarifié. Et puis sur les types de contrats, donc ça je vous l'ai dit rapidement, on retrouve hein, les deux grands typologies de contrats, donc paiement public, paiement avec et concessif. Comme il l'a dit, une notion très englobante hein, de la notion de PPP en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment énormément de projets qui, dans d'autres juridictions, ne recueilleraient pas cette qualification de PPP. Mais là, c'est une volonté vraiment forte de l'État ivoirien de favoriser l'utilisation de cet objet, et donc ce qui a permis voilà, de réaliser un certain nombre de projets dans cette forme-là, et donc on n'est plus hors cadre, hein, on est vraiment dans ce cadre juridique. Il y a un certain nombre d'opérations qui ont pu être menées à leur terme en termes de aussi bien closing, on va dire contractuel, que closing financier. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur la Côte d'Ivoire, hein, qui est un pays quand même phare en termes de maturité sur les PPP dans la sous-région. Oui, oui, tout à fait, Julie. On peut ajouter effectivement que c'est aussi lié au fait que le CNPPP, donc qui est l'unité PPP, est une autorité assez forte en Côte d'Ivoire et qui a une capacité à suivre et à donc instruire un certain nombre de grands projets. Ça a été le cas du métro d'Abidjan, sur lequel on a eu l'occasion, nous, d'intervenir aux côtés de l'État en co-conseil, qui est un projet avec un financement concessionnel, un financement du Trésor français, mais avec une structure type crème en montage complexe, donc qui rentre dans la catégorie des PPP. Donc effectivement, on peut passer à la slide suivante et à notre focus pays suivant, s'il vous plaît. Alors, le focus suivant, c'est effectivement la RDC. Donc, on a noté divers éléments qui sont pour nous des facteurs d'accélération des projets. Alors, il y avait ce seuil de 1 milliard de dollars qui est extrêmement important, et en deçà duquel une loi PPP ne pouvait pas, enfin un projet PPP ne pouvait pas prospérer dans le cadre de la loi PPP. Ce seuil a été supprimé par la loi du 9 juillet 2018. Il n'y a plus non plus de limitation légale de la durée initiale du contrat de PPP. Il est à négocier entre les parties en fonction des spécificités du projet. Il doit bien évidemment tenir compte de l'amortissement des actifs, dont des CAPEX. Dans les autres éléments notables, le droit pour les candidats qui auraient engagé des frais importants de bénéficier d'une indemnité compensatoire lorsqu'il s'agit d'une offre, lorsqu'ils ont présenté une offre spontanée. Donc là aussi, je pense que c'est un élément important et qui permet de ne pas décourager la présentation de ces offres non sollicitées ou offres spontanées. Et puis surtout, s'agissant des recours, qui sont toujours un sujet d'inquiétude, un sujet de risque, la limitation des délais d'examen des recours contentieux relatifs à l'attribution d'un projet PPP, c'est un délai de 8 jours ouvrables suivant la décision d'attribution provisoire. Et l'autorité de régulation des marchés doit rendre une décision dans les 20 jours suivant sa saisine. Voilà pour les points principaux. Alors ensuite, merci Hugues. Sur le Maroc, hein, sans dévoiler le contenu des interventions de mercredi, qui seront peut-être plus détaillées hein, spécifiquement sur cette réforme. Donc, comme on vous l'a indiqué en introduction, hein, récemment, donc la loi 46-18 est venue modifier et compléter la loi 86-12, hein, qui constituait jusqu'à présent le cadre des PPP au Maroc. Ce cadre et ce texte qui avait été très peu utilisé voilà, jusqu'alors, donc il avait été analysé hein, comme un échec. Donc la loi 46-8 est censée rebattre les cartes de ce cadre juridique et favoriser le recours au PPP, notamment dans le cadre du plan de relance post-Covid, en lien avec le fonds Mohamed VI sur les infrastructures tel qu'il a pu être annoncé. Donc les principales orientations retenues hein, dans le cadre de cette réforme, tout d'abord, je vous l'ai dit en introduction, c'est aussi le fait d'autoriser
le recours aux collectivités territoriales et aux regroupements à l'outil PPP. Donc ça va maximiser, en fait, et dans le cadre de la régionalisation avancée aussi, permettre d'avoir beaucoup plus de projets qui pourraient être réalisés sous forme de PPP. L'institution aussi, d'un point de vue donc là, sous l'organisation institutionnelle de ce cadre PPP, d'une commission nationale de partenariat public-privé rattachée au chef du gouvernement et comité permanent chargé des PPP en local. Donc là, on voit bien l'articulation PPP-État d'un côté et PPP collectivité de l'autre. L'évaluation préalable qui devient une étape incontournable, hein, donc avec les figures de style imposées, notamment au plan financier. Il sera possible de s'affranchir en fait de cette évaluation préalable uniquement pour des projets dont le seuil sera inférieur à un certain seuil qui doit être décrit, qui sera fixé par décret. La procédure négociée, les offres spontanées aussi. Donc ça, c'est des choses, des sujets qui sont détaillés dans ce nouveau dispositif. Et puis, on en a parlé en introduction, une meilleure articulation entre le cadre sectoriel, notamment eau, port, voilà, gestion déléguée, avec celui du cadre PPP. Donc, donner aussi plus de lisibilité aux acteurs. Bien entendu, comme vous le savez, tout ça reste suspendu à la publication des décrets d'application qui semblerait voilà, sont étudiés en haut lieu au niveau du SGG actuellement. Donc, on parle de décret pour la fin d'année, on va dire peut-être plus vraisemblablement début d'année, tout début d'année 2021. Donc, on voit bien une volonté, en tout cas au niveau du Maroc, de ne pas rester sur le cadre existant et ses échecs, ses limites, et permettre de les dépasser pour voilà, avoir des projets qui pourraient se réaliser sous forme de PPP au Maroc, aussi bien dans des secteurs qui ont déjà fait leurs preuves, on pense notamment à celui de l'énergie, mais peut-être aussi des secteurs peut-être plus sociaux. Voilà, il y a des sujets aussi qui sont en cours de discussion. Oui, merci Julie. Il est certain que sur le Maroc, il y a beaucoup d'attentes, mais en même temps, je pense qu'il y a un réalisme des acteurs, puisque beaucoup de grands projets au Maroc se sont faits hors cadre PPP. On fait des PPP au sens large depuis très longtemps au Maroc, hein, des délégations de services publics, hein, depuis la concession LIDEC et autres. On a pu faire des grands projets d'infrastructure type le port de Tanger ou la ligne à grande vitesse dans des cadres qui ne sont pas purement celui du PPP, avec des financements concessionnels, des financements souverains ou des concessions. Et je crois qu'il y a aussi un élément de réticence par rapport de certains acteurs économiques et des sponsors notamment qui ont peut-être pas forcément envie de dépenser beaucoup de frais, de coûts, dès lors qu'ils ne sont pas tout à fait certains que leurs projets seront même examinés et iront jusqu'au bout. Donc ça, c'est un élément sur lequel je crois le législateur marocain doit rassurer dans les dernières lignes droites des décrets. Je crois qu'on passe au dernier volet de notre présentation, qui sont les présentations, les aspects communautaires. Si on peut avancer sur la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. On a deux initiatives communautaires, comme on vous le disait en introduction. Donc la première, c'est l'initiative UMOA, qui concerne 8 pays. Donc c'est essentiellement des pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Hein. Comme certains le savent, l'UMOA, qui est une organisation communautaire qui est productrice de droits, se caractérisait par deux directives, jusqu'alors de 2005 deux directives de 2005, l'une relative aux procédures de passation, d'exécution et règlement des marchés publics et des délégations de services publics, et l'autre relative au contrôle de ces marchés et de ces délégations de services publics. Le règlement de 2014 va instituer l'unité régionale de développement des projets en partenariat public-privé au sein de la BOAD sous forme d'un organisme expert. Donc, depuis 4 ans, peut-être même 5 ans, l'UMOA a pris l'initiative d'entamer une discussion pour mettre en place une directive commune pour la mise en place d'un cadre juridique unique au sein de la communauté. Alors, ce texte est quasiment finalisé, mais n'a pas encore été officiellement adopté ni publié. Mais de ce que nous savons sur ses principales orientations,
c'est une définition, enfin, ce texte prône une définition des formes contractuelles, des procédures et principes imposés aux États. Donc, les États doivent reprendre ces éléments-là. Les projets régionaux, après, feront l'objet de textes spécifiques qui seront élaborés sur la base de ce cadre juridique communautaire. Et donc, il y aura donc des lois nationales d'application, à l'instar de toutes des lois en application, qui sont prises en application des directives. En revanche, la faculté est laissée aux États membres de prévoir un régime fiscal ou non dédié au PPP. Il n'y a pas eu de décision prise sur le caractère cumulatif ou alternatif d'émissions mises à la charge du partenaire privé. Donc là, ce sont les notions de jusqu'où va la mission de PPP dans le cadre d'un service public, exploitation, maintenance, construction, avec le financement. Donc tout ça sera laissé à l'initiative des juridictions nationales. On peut passer à la slide suivante. Petit décalage. Donc on peut dire un mot peut-être sur le délai de transposition donc, qui sera laissé aux États. Oui, effectivement, mais je pense qu'on peut… Je ne sais pas si vous nous entendez. Oui, on vous entend. Oui. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Oui, initiative UMOA. Oui, c'est ça. En fait, on est sur la slide 17. Pardon. On peut passer sur la 18. Merci. Donc, de façon concurrente, voilà, dans un autre espace géographique, donc celui de la CEMAC, et peut-être un peu plus récemment, il y a une volonté, donc à travers le programme économique régional 2015-2025, qui veut valoriser les principales ressources dans le cadre de l'ensemble CEMAC, aussi avoir une meilleure articulation entre les États entre eux, et donc ça passe aussi par une communauté de droit, notamment sur le sujet des partenariats privés. Donc on a, à travers ce plan économique régional, il y a 5 axes, des objectifs stratégiques et des programmes, et dans le cadre de ces axes stratégiques, on retrouve l'élaboration d'un cadre régional de référence pour les PPP, qui est aussi un chantier, parce qui devrait bientôt débuter s'agissant de cet ensemble sous-régional, avec la mise en place d'un fonds émergence CEMAC pour favoriser le développement des PPP à travers un guichet infrastructure énergie. De façon très récente, en fait, cette initiative CEMAC a eu une visibilité sur la scène internationale à travers une table ronde qui a été organisée il y a à peine un mois à Paris, les 16 et 17 novembre 2020, de laquelle on était partie prenante. Et donc l'objectif de ces roadshows, vous le savez, c'est de pouvoir fédérer des financements. Et donc là, on parle de 3,4 milliards d'euros avec une volonté de favoriser des projets intégrateurs, notamment, on a dit, transport, infrastructure, énergie, communs à ces 6 pays membres et qui seraient réalisés sous la forme de PPP. Donc, il y a une liste, s'il vous plaît, dans la diapositive suivante, voilà, de ces 12 projets intégrateurs qui ont été retenus comme prioritaires pour cet ensemble CEMAC. Donc, vous les voyez là reproduits sur cette diapositive. Ces projets présentent en fait tous un dénominateur commun, c'est d'être des projets finalement qui souvent concernent 2 pays, d'où ce caractéristique et le vocable d'intégrateur qui a été retenu. Et qui sont, donc vous voyez, il y a un certain nombre de sujets d'infrastructures de transport. On retrouve aussi des préoccupations relatives au port sec, des projets d'aménagement hydro et enfin un volet universitaire, donc des projets là, qui sont portés par la CEMAC et qui devraient, grâce à un cadre juridique unifié, trouver voilà, des modalités de réalisation peut-être qui seraient favorisées à travers ce cadre juridique. Donc voilà ce qu'on peut dire, en tout cas, s'agissant de ces 2 initiatives régionales. Donc, il y a un degré d'avancement qui est peut-être plus important au niveau de l'UMOA, parce que la CEMAC est sur quelque chose de relativement plus récent, mais avec une forte volonté politique. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce panorama.
Peut-être qu'on va vous dire quelques mots de conclusion sur les messages forts de la présentation avant de passer aux questions et aux réponses, surtout à vos questions. Oui, en conclusion, merci Julie. Je pense que, nous pensons que, à l'instar d'autres pays dans le monde, les pays en voie de développement, les pays africains n'ont pas encore pris toute la mesure de l'intérêt de l'outil PPP. Alors, est-ce que les législateurs ont compris les besoins des pays africains en la matière? On peut se poser la question pour être un peu plus polémique, puisque, encore une fois, il ne suffit pas de faire de copier-coller de belles lois sur le papier. Il faut s'assurer, je pense au préalable, et il y a un gros travail en amont qui aurait pu être mieux fait, de s'assurer que ces projets de loi sont compatibles, je dirais African compatible, avec les enjeux locaux, qui peuvent être des enjeux politiques, mais qui peuvent être aussi des enjeux économiques et des enjeux aussi de formation, puisqu'on se rend bien compte également qu'il y a un obstacle, on n'en a pas parlé jusqu'ici, mais un obstacle de taille, c'est quand même le sujet de la formation et de la capacité des équipes en local à s'approprier ces projets-là, donc capacité technique. Et puis, je dirais aussi une capacité des populations locales, parce qu'on parle aussi de plus en plus des infrastructures dites sociales. Alors, ça pose un sujet de financement des infrastructures dites sociales, mais aujourd'hui, les grandes banques internationales, les TFIs, les fonds d'investissement doivent justifier que leurs fonds, que leurs finances répondent à un certain nombre de ces fameux objectifs de développement durable, mais également que les populations locales s'approprient ces projets. Il ne suffit pas que d'une loi dite local content, il faut également, je pense, que cette brique sociale et cette appropriation se fassent sur le terrain. Donc, je pense que ce sont les enjeux principaux de succès, de facteurs de succès en tout cas des PPP en Afrique, et puis effectivement mettre en place des projets réalistes qui soient à la fois financièrement viables, ce qui n'est pas évidemment toujours évident, et puis qui répondent à des vrais besoins, des vrais objectifs sur le continent. Merci beaucoup. Madame Claude, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je vous remercie. J'ai l'impression qu'on a reçu quelques questions. Oui, alors peut-être qu'avant d'y répondre, on peut inviter les participants à voter au sondage qu'on a publié donc dans l'onglet sondage. Donc n'hésitez pas à y répondre. On vous a posé 2 questions pour voir quelles sont les tendances. On reviendra sur vos réponses d'ici 5 minutes. Et en attendant, effectivement, je vous propose de revenir aux questions. Donc on a une question sur le règlement des litiges pour ces contrats PPP. Peut-on recourir à un arbitrage, par exemple, en cas de litige face à l'administration? Est-il possible de résoudre cela par arbitrage? Je veux bien y répondre, Julie, si tu veux. Oui, je t'en prie. Non, spécialiste. Oui, si je suis spécialiste. J'ai eu à faire un certain nombre d'arbitrages. Donc, dans tous les projets PPP, il y a un volet arbitrage, donc il y a une capacité des parties prenantes à mettre en place une clause compromis. Elle n'est pas toujours obligatoire, mais elle est la plupart du temps facultative. Mais on sait bien que dans la réalité, dès lors qu'il y a des investisseurs, des parties étrangères, internationaux, c'est un go-no-go. Alors, ça peut être aussi un arbitrage régional, et je pense bien sûr à la CCJA. Je sais qu'il y a une session sur le sujet dans le cadre de des panels de cette semaine. Donc, pas nécessairement de l'arbitrage international, mais également de l'arbitrage régional qui taille sa route, qui n'est pas une route évidente. Parce que quand on parle d'arbitrage, on pense évidemment plus souvent à CCI, Paris, Genève, Londres ou une Citral, pour citer les. Mais je crois aussi que là, il y a une volonté des Africains de s'approprier un peu plus, en tout cas de continentaliser, je ne sais pas si c'est un très beau mot, ça, la venue, c'est-à-dire le lieu de l'arbitrage, parce qu'ils se sentent plus à l'aise, et puis pour des questions de coût aussi, évidentes. Après,
un autre sujet qui est converse à l'indépendance de ces juridictions, qui est évidemment un sujet majeur. Merci. On a une autre question. Qui sont les véritables bénéficiaires de ces contrats PPP? Grands groupes, PME? Les États. C'est bon, je dis. Les États. Les États et les, comment dire, les usagers des services publics, voilà, quand les contrats sont bien négociés, avec un équilibre en termes de partage des risques et comment dire, un point de vue financier, des négociations aussi assez pointues sur voilà, les taux de rentabilité, les partages des bénéfices. Mais ce qui nécessite effectivement, après, il y a un sujet, je pense que c'est peut-être aussi le point qui est sous-tendu dans la question. On peut voir, notamment dans certaines ententes directes et gré à gré, des asymétries d'information. Voilà, au niveau des études de faisabilité ou de grands groupes qui peuvent être plus aguerris même que certains États. Et donc, l'objectif, après, quand on intervient notamment aux côtés des États, c'est de parvenir à corriger cet état des lieux de départ, ou peut-être pas sur la même ligne de point de départ. On comprend d'abord si on est dans une entente directe ou pas, ou dans un appel d'offres en tant que tel. Et donc voilà, on peut répondre pas de façon trop consensuelle à la question, mais c'est vrai que ça peut poser question, parce que le cadre peut être parfait. Il y a quand même certaines interrogations qui sont légitimes à ce niveau-là. Je ne suis pas spécialiste de la question. Je voulais simplement vous revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Madame Claude, sur le plan de relance pour le Maroc. Dans ce plan de relance, les PPP sont encouragés, c'est ça, pour favoriser la relance économique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça pourrait favoriser une reprise économique, de favoriser la conclusion de partenariats publics-privés? Mais si vous prenez toute la chaîne des acteurs, voilà, on sait qu'à un moment donné, quand vous investissez 20 dans une infrastructure publique, il y a tout d'abord le coût, entre guillemets, le bénéfice immédiat pour les parties prenantes de ce type d'opération à brève échéance, sur la conception de construction. Et puis par ailleurs, après, le fait pour un pays de bénéficier de ces infrastructures est aussi également vertueux d'un point de vue économique. Voilà. Donc c'est un cercle vertueux. Je ne sais pas si tu as entendu la question. C'était sur le plan de relance marocain, ouais. Dans le cadre notamment, j'imagine, du fonds souverain qui va être mis en place. Et effectivement, il y a, le PPP est un instrument parmi d'autres. Dans la mesure où, je pense, le vrai défi, c'est dans la mesure où les décrets d'application et les PPP sont bien expliqués d'un point de vue pédagogique et autres, ces PPP-là devraient nécessairement être des instruments de ce plan de relance, notamment du point de vue social. Il y a eu quelques annonces sur le sujet, sur les prisons, sur les établissements préscolaires, sur des universités, des écoles notamment. Et je crois que c'est sur ce sujet qu'est attendu aussi le gouvernement marocain. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Ok. Alors écoutez, il va être 4 heures. On va arriver au terme de cet atelier de formation. Alors si vous souhaitez qu'on revienne sur le sondage, on a peu de participants, donc sur la première question, envisagez-vous de prendre part à un projet structuré sous forme d'un PPP sur le continent africain au cours de l'année 2021? Donc 75% non, 25% oui, mais on a peu de participants. Je ne sais pas ce que vous pouvez en tirer comme conclusion. Donc bon, le cadre juridique est encore nécessite peut-être encore des éclaircissements, mais je pense que rien de mieux qu'une expérience sur le terrain et de se confronter un peu à la réalité des projets, pour avoir une idée peut-être plus précise du risque et surtout des opportunités que ça représente en fait. Je pense surtout pas parler de risque, mais plutôt d'opportunités. Merci. Alors, je voulais signaler, avant de clore cet atelier, la rédaction d'un article par Hugues Delafort, Julie Claude et Younes Fassifiri, d'une synthèse qui est publiée sur l'Exis-MA, consacrée
une présentation de la loi 46-18, donc réformant le cadre juridique des PPP au Maroc. Cette synthèse est accessible sur LexisMA, donc je vous invite à la consulter le plus rapidement possible. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, on aura également donc un atelier consacré à cette réforme qui sera animé par Julie Claude, si je ne me trompe pas, mercredi. Et Hugues aussi, voilà. Et Hugues de la Forge, pardonnez-moi. Donc, on approfondira cette réforme qui concerne vraiment le Maroc, donc mercredi dans le cadre d'un atelier. Écoutez, je vous remercie à tous les deux pour cette présentation très intéressante. Et puis, à bientôt. Et merci à tous les participants d'avoir assisté à cet atelier et d'avoir posé vos questions. Merci de votre attention. Merci à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.